Hello tout le monde, it's been a while. Ouais, ça fait très longtemps, j'étais pas forcément présent parce que j'avais un petit jeu qui m'a pris tout mon temps déjà pendant 3 semaines au mois d'avril. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est Clair Obscur Expédition 33. Et si vous en avez pas entendu parler, allez le faire. C'est une magnifique pépite. Voilà, en plus, c'est des studios français qui l'ont fait, donc voilà, c'est d'autant plus plaisant. Mais franchement, le jeu était incroyable. Donc, j'ai mis du temps à lire les 8 séries que je vous présente aujourd'hui. Je vais pas forcément faire un classement de celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Je vais faire un classement avec des noms que je leur ai donnés à chaque fois selon mon propre ressenti. Donc, on va avoir la claque, on va avoir le chiant, on va avoir le peut mieux faire, on va avoir le presque parfait, on va avoir également la déception, le lambda, le frustrant et pour terminer le diesel. Donc voilà, on a plus ou moins 8 adjectifs pour déterminer les mangas que je vais vous présenter tout de suite. Pour ceux qui me suivent, le chiffre 8 a dû tout de suite vous faire tilt. Pour les autres, vous allez découvrir les séries que je vais vous présenter. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais il y a des chances que je spoil parce que je vais aussi essayer de montrer un maximum d'images provenant en tout cas des tomes. Et à chaque fois, ça va être une double page par tome, plus ou moins. Je vais pas faire non plus tous les tomes de chaque série parce que sinon ça va me prendre vraiment énormément de temps. Mais voilà, vous l'avez un peu compris, je vais essayer de vraiment vous donner mon ressenti sur chaque série et vraiment vous donner un maximum d'images sans trop vous spoil, même si ça risque de l'être un petit peu. Donc voilà, on perd pas plus de temps. Je commence, c'est parti. J'ai décidé de commencer avec voilà, la déception. La déception, ça a été Abara de Tsutomu Nie. Pourquoi je le mets en déception? Alors déjà, c'est la série que j'ai lue il y a le plus longtemps, donc au niveau des souvenirs, c'est un petit peu flou. En tout cas, l'histoire, elle m'a pas forcément déjà marqué, donc je pourrais pas vraiment vous expliquer parce que c'est toujours un petit peu brouillon Tsutomu Nie. Mais on est dans un monde, comme d'habitude, un peu SF post-apo. On a un héros et après on a aussi un autre héros, on va dire deux protagonistes qui font vraiment l'histoire et on a plusieurs on va dire clans qui veulent franchement je me souviens même plus donc je vais pas vous dire vraiment, mais en gros c'est oui, on recherche les traces d'humanité ou on veut détruire l'humanité, je ne sais plus trop, mais il y a un peu un délire comme ça. Au début je trouve que c'est très 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 SF, donc le premier tome et demi, alors après c'est les gros formats, donc on va dire les 2 tomes et demi dans les plus petits formats. C'est assez SF, le dessin je kiffe, l'histoire je kiffe, ça me faisait penser un peu à Batman le Justicier avec sa moto parce que le héros avait une belle bécane. Mais plus on avance dans la série, plus on s'oriente en tout cas vers un côté fantastique et le coup de crayon aussi change un petit peu. C'est-à-dire qu'au début du manga, on est sur quelque chose de très sombre et à la fin du manga, on est sur quelque chose de plus clair. En tout cas, les planches sont plus blanches, sont plus illuminées et ce changement total en tout cas d'univers m'a un peu dérangé. J'ai trouvé que ça faisait un peu une cisure, si on dit ça comme ça, ouais, entre justement l'avant et l'après, enfin le début et la fin en tout cas du manga. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage et l'histoire aussi justement quand on part un peu sur ce côté un peu plus fantastique, ça part un peu plus en couille. J'ai l'impression en tout cas que Tsutomu Nie dans Abara, il a vu plein de films, il a kiffé plein de films et il a essayé de mettre à chaque fois une ref de chaque film qu'il a aimé. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'en ai eu. C'est pas non plus nul, mais en fait au début comme j'étais sur un truc vraiment SF, voilà, après il y a de la baston, il y a des petits complots, il y a des choses qui se passent, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs petits clans qui essayent de tirer son épingle du jeu, mais honnêtement c'était voilà, pas forcément le plus grand manga que j'ai lu et je m'attendais, j'avais beaucoup d'attentes, je dis Abara depuis tout à l'heure, mais en fait je viens de me rendre compte que c'est Bioméga, donc je suis totalement con. mais du coup, donc Bioméga, c'est bien au début, un peu moins bien à la fin. Donc c'est quand même dommage. Après, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'histoire, ça reste toujours un petit peu assez brouillon. Et comme je vous l'ai dit, ça fait presque 2 mois là que j'ai, 1 mois ou 2 mois que j'ai terminé de. Donc je pense un bon mois et demi que j'ai terminé de lire Bioméga. Donc je me souviens vraiment plus trop de ce qui se passe réellement dans l'histoire. Alors que toutes les autres, je viens de les terminer. Donc je pourrais plus facilement vous en parler. Donc désolé pour ça, malheureusement.
On a fait quelque chose d'un peu négatif, on va faire quelque chose d'un peu plus positif, même si on va rester un peu aussi dans le négatif avec Le Bateau de Thésée. Alors Le Bateau de Thésée, c'est une série en 10 tomes, sortie chez Vega, oui c'est ça, je le vois de là-bas. C'est un thriller, hein, tout simplement, enfin ouais, un policier suspense plutôt, où on va suivre Shin qui du coup est le fils de l'inspecteur qui est en charge de l'affaire concernant le mont Oto-Uzu, je crois que c'est ça le nom, bref. En tout cas, c'est un petit village où malheureusement il y a eu 21 enfants tués et quelques autres personnes, ou alors en général ça doit être 21, mais en tout cas il y a eu pas mal de monde qui sont morts dans ce petit village-là, et c'est son père en tout cas qui a été accusé de meurtre alors que son père est policier. Lui, voilà, il a une vingtaine, trentaine d'années, je pense qu'il se rapproche plus de la trentaine d'années. Il voit que son père il est encore en prison, que ça a détruit un peu toute sa famille cette histoire-là parce que les gens les jugeaient, hein, enfin, tout le monde autour jugeait leur famille, ouais vous êtes une famille de meurtriers, enfin votre père c'est un meurtrier, etc. Donc ça n'a pas forcément été une belle enfance pour eux. Et par le plus grand des hasards, il va traverser la brume et il va se retrouver donc à l'époque de justement cette affaire, et il va essayer de mettre son grain de sel, ou en tout cas d'aider son père, hein, mais à l'âge de 30 ans, à son âge réel, pour changer un peu le cours de l'histoire. Il va essayer de... Voilà, au début il va réussir à sauver quelqu'un qui devait mourir, donc il se dit ok ça part bien. Au final après il n'y arrive pas, il y a quelqu'un qui meurt quand même réellement, sauf que la date elle est un peu décalée. La mort peut-être aussi elle a un peu changé, ça je me souviens plus exactement. Mais au début on se dit wow, ça y est, on va avoir un petit truc vraiment sympa, un petit truc de suspense, où en plus il y a de la remontée dans le temps, mais il garde en tout cas son âge et même sa taille. Enfin, il y a rien qui change, hein. C'est pas par exemple comme dans Tokyo Revenger où le gars il a juste l'âme d'un grand mais il est tout petit. Non, là il a tout, il a tout gardé de sa trentaine d'années. Il va essayer d'aider son père, il va essayer de tout faire en tout cas pour que ça change, et au milieu du manga il va retourner donc dans le monde présent, et en fait rien n'a évolué, rien n'a changé. Et donc, il va se demander pourquoi, il va essayer de se questionner. Au final, c'est pas rien qui a changé parce qu'il y a eu des modifications par rapport à son présent, en tout cas du début du manga. Donc voilà, il a pas du tout la même vie. Enfin bref, je peux pas trop vous dire. Mais il y a eu des changements, pas forcément potentiellement en bien. Donc voilà, ça le déboussole un petit peu, qui va petit à petit réussir à retrouver qui est vraiment le coupable, et les deux vont réussir à de nouveau retourner dans le passé, retourner donc du coup au moment où il y avait tous les morts, hein, donc quand il était petit, et donc va s'en suivre un peu pour les 2-3 derniers tomes cette petite on va dire course entre est-ce que Shin il va réussir à sauver tout le monde, ou est-ce que le tueur va réussir à finalement buter tout le monde. Donc voilà, après il y a une finalité bien sûr à ça, et je suis un peu déçu en tout cas du déroulé de l'histoire. Je suis un peu déçu justement de ce qui se passe entre guillemets dans les 3 derniers tomes. Je trouve qu'au début les 7 premiers tomes sont vraiment bons, on est vraiment pris dans l'histoire. Voilà, on garde notre souffle, enfin voilà, on est vraiment pris dedans. Et je vous l'ai dit, les 3 derniers tomes c'est un peu moins bon je trouve, et donc du coup c'est pour ça que je le mets dans le peut mieux faire, parce que je pense qu'il y a certains choix ou certaines, je sais pas, choix scénaristiques qui auraient pu être modifiés pour que ça soit encore plus haletant, pour que ça soit encore plus oppressant en tout cas sur le mec qui tue, parce que comme je vous l'ai dit, le connaître le gars qui tue aux 3 tomes avant la fin, du coup je trouve ça un peu dommage, ça casse un peu le truc. Moi j'aurais voulu vraiment que tout se lâche dans le dernier tome, et que on sache vraiment des trucs en mode oh putain il s'est passé ça, oh ouais il s'est passé ça, ah ouais il a fait ça, oh le dingue, oh il s'est baladé, et en fait comme je vous l'ai dit, comme c'est 3 tomes avant, c'est un peu dommage. Donc voilà, le bateau de Thésée, ça sera revendu, parce que bon, une lecture c'est bien, après le garder, pas non plus, pas forcément. Et pour le coup, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était potentiellement un chef-d'œuvre. Moi, je le classe pas forcément en chef-d'œuvre, je le classe en bien, mais pas forcément en hyper bien. Après, comme d'habitude, peut-être que si je l'avais lu moi-même tome par tome,
et à chaque fois que ça sortait en France, je l'aurais acheté, je l'aurais lu, peut-être que j'aurais un peu plus kiffé, mais là en tout cas en ayant lu, pas tout d'une traite, parce que comme je vous l'ai dit, je faisais un tome de cette œuvre là, un tome de l'autre œuvre, un tome de l'autre œuvre, un tome de l'autre œuvre, après je faisais le tome 3, le tome 3, le tome 3, le 4 tome, enfin bref, vous avez compris, et bah du coup c'était voilà, c'était la lecture était plaisante, mais pas forcément incroyable. On va passer maintenant sur le manga que j'ai classé dans le frustrant. Et donc, ça sera Dededemon Destruction de Inyo Asano. Il y a des bonnes choses, Alors, pour faire un petit speech de l'histoire, en gros, il y a une secoupe volante qui est apparue sur la baie de Tokyo, qui est vraiment gigantesque. Il y a des envahisseurs, des fois, qui sortent de là. On ne sait pas trop s'ils sont là pour faire le bien, on ne sait pas trop s'ils sont là pour faire le mal. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les humains, ils ont fait un choix entre les deux. Et donc du coup ça engendre certaines choses, mais surtout il y a des différences justement au niveau des choix politiques faits par l'État concernant justement la soucoupe volante. Soucoupe, je ne sais plus. Bref, du coup on va suivre surtout quatre petites collégiennes, je crois, quatre collégiennes, ou enfin surtout deux au fur et à mesure de l'histoire. On se rapproche et ça va se recentrer en tout cas sur plus ou moins deux personnages qui sont Kadode et Oran, et on va les suivre un peu dans ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas vraiment au début en tout cas d'interaction entre les envahisseurs et les humains. Au début il y a vraiment très très peu d'interaction entre les deux. On a beaucoup de dialogues qui pour moi sont vraiment inutiles, justement sur le quotidien de Oran et de Kadode dans leur, voilà, dans leur quotidien, tout simplement au collège, à leur école, etc., dans leur famille, etc. Et donc du coup je trouve ça complètement inutile. C'est pas nul, mais il n'y a rien d'extraordinaire en fait. On suit leur quotidien, ok, mais il se passe rien de fou. Elles ont des personnalités un peu, oui, bien sûr, différentes. Il y en a une qui est vraiment extravertie de fou, une un peu moins, une qui essaye de choper son prof, donc voilà, il y a des choses un petit peu marrantes. Mais bon, je venais de finir Bonnie Poon Poon avec des enfants, et là, je retombe encore sur une histoire avec des enfants. Donc ça m'a un peu... Au début, je me suis dit, ah, fait chier. Petit à petit, plus on avance dans l'histoire, je dirais à partir plutôt du tome 6, le manga en fait 12, on commence vraiment à avoir une interaction avec un envahisseur, et donc petit à petit on commence à comprendre pourquoi ils sont là, et il y a un truc qui se passe en tout cas à un moment dans l'histoire, c'est que l'envahisseur sur lequel on se concentre, il va nous dévoiler que en fait Oran et comme je l'ai dit Kadode, ils ont eu en fait un autre passé. Et ce passé-là a été, a amené quelque chose, et en fait il a été chamboulé, il a été retravaillé, entre guillemets, ils sont retournés dans le temps, et en fait on est justement sur ce présent-là, on va dire sur le présent de l'histoire, mais qui n'est pas forcément mieux que celui d'avant. Au 12e tome, je crois que c'est le dernier tome, et ben en fait on refait un bond dans le temps, et en fait on rechange de nouveau plus ou moins l'histoire. Donc, je trouve ça dommage parce que, oui, en fait, je vous dis, je trouve ça dommage parce qu'il y a ce truc-là on remonte dans le temps, on change l'histoire, mais en fait, toutes les histoires qui sont modifiées, elles sont pas forcément mieux que les autres. On se dit pas, ouais, celle-là, ça aurait été mieux ou quoi ou qu'est-ce. Surtout que moi, ça m'a un peu saoulé que à la fin, le dernier tome pour moi, il est vraiment inutile. Je le trouve complètement inutile, à part le fait que oui, bah forcément on a une meilleure fin que le tome 11, mais du coup je trouve ça complètement inutile. Je sais pas, et c'est pour ça que je suis frustré, parce qu'en fait, je pense que déjà on aurait pu avoir plus d'interaction avec les envahisseurs, déjà on aurait pu avoir potentiellement plus d'hostilité de la part aussi des envahisseurs, on aurait pu aussi avoir oui, une autre façon de faire concernant justement ce couple-là. Je vous dis pas ce qui se passe, mais voilà, il y a une finalité par rapport à ce vaisseau extraterrestre. Mais voilà, je suis un peu frustré parce que j'ai pas trouvé ça nul, honnêtement, j'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire, et je relirai pas. Voilà, Destruction, je ne relirai pas. Donc ça aussi, ça sera en vente. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui ou la semaine prochaine, je sais pas si j'aurai le temps, mais voilà. Du coup, bon, ça reste bon, mais sans plus, rien de bien fou. Et du coup, je sais pas si je dois me refaire des Inyo Asano, parce que soit j'ai un problème avec sa façon de faire les histoires,
soit celle-là effectivement elle n'est pas forcément bien, il y a d'autres histoires qui sont mieux. En tout cas, je ne sais pas, mais voilà, Inyo Asano, je sais pas si je vais continuer. Bien sûr, dans les commentaires, vous allez me dire non, mais Lisa, tu vas voir, c'est bien. Mais honnêtement, je sais pas trop si je dois continuer avec Inyo Asano. En tout cas, j'ai pas mal d'autres lectures avant de faire d'autres Inyo Asano. Donc pour l'instant, on va faire une pause Inyo Asano. Parce que, voilà, je vous l'ai dit, j'étais frustré de DDD Demon, DDD Destruction. Allez, on revient sur quelque chose de positif à nouveau avec le presque parfait. Et qui j'ai mis en presque parfait? J'ai mis Shigurui, voilà, Shigurui en 10 tomes. Pourquoi je l'ai mis juste en presque parfait? En fait, on suit surtout deux samouraïs. En fait, dès le début, on voit deux samouraïs qui sont vraiment abîmés, qui doivent se confronter. Ils vont devoir se faire un petit duel entre guillemets final. Et on suit en tout cas leur parcours jusqu'à retourner à ce moment fatidique de l'histoire. Ce qui se passe, c'est que justement on suit un peu leur parcours, donc franchement leur parcours incroyable aux deux, franchement t'es là, tu sais pas vraiment lequel t'as envie de choisir, même si bon tu vas choisir celui qui est un peu plus gentil, on va dire, que celui qui est un peu plus méchant. Après c'est toujours plus ou moins comme ça que tu réagis, hein, mais donc du coup tu vas plus aller vers un camp qu'un autre. Donc tu suis leur histoire, en gros pour faire simple, hein, voilà, tu suis leur histoire, donc t'en as un qui arrive, il était déjà prédestiné à être dans ce clan-là, à être le chef de clan, en tout cas de l'école Kogan, celui où il a appris à manier le sabre, donc c'est un art vraiment bien spécifique que tout le monde redoute, ils ont une façon de tenir le sabre, ils ont une technique secrète qui est vraiment incroyable, avec un maître aussi qui est très 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 renommé, voilà, c'est un monstre, hein, tout simplement c'est un monstre. Donc lui, le premier gars, il est là depuis un petit moment, on sait que ça va devenir normalement le successeur de maître qui est un monstre. Ensuite on a du coup le deuxième personnage qui arrive lui un peu après dans l'école, il vient parce que justement il a entendu parler de l'école Kogan, il a entendu parler de cette technique secrète, il veut l'apprendre. Et lui, on va dire que c'est un petit génie, voilà, c'est un petit génie. En gros, tu as plutôt Messi face à Ronaldo le travail, Messi le talent, bien sûr, entre guillemets. Je sais pas pourquoi je fais toujours des métaphores footballistiques, mais en gros, t'as un peu ça, donc voilà, t'as le mec qui arrive, il est déjà chaud, au final, il se tape, il est déjà chaud, premier combat, il est déjà chaud, et il va faire un truc qui va un peu l'expulser de l'école. Voilà, il va un peu lui arriver quelque chose qui va faire qu'il va un peu se retrouver à l'écart de l'école, et donc va commencer un peu cette rivalité qui, déjà de base, au début, quand les mecs sont arrivés et qu'il avait pas fait de dinguerie, et il y avait déjà une rivalité, mais là, forcément, la rivalité va s'agrandir, et on va se retrouver à suivre encore justement l'aventure un peu de ces deux personnages-là. Ils vont se retrouver, et en fait, donc pour moi, du tome 1 au tome 8, 7, c'est vraiment bien. Le tome 8 et 9, pour moi, il est plus ou moins inutile parce qu'on suit un autre personnage, on suit d'autres personnages. Il y a beaucoup de blabla pour rien. Enfin, en tout cas, si on se concentre sur les deux premiers gars, pourquoi après on va aller chercher d'autres mecs? Et le tome 10, du coup, c'est la finalité. Donc pour moi, il y a deux tomes de trop. Pour que Shigurui, ça soit vraiment incroyable. Parce qu'au début, les combats sont bons. Le fait qu'on se concentre que sur deux personnages pendant tout un pan de l'histoire, c'est vraiment superbe. Franchement, moi, j'ai trop kiffé cette idée-là de suivre seulement deux gars et de se dire, ok, on va aller de A à Z avec ces deux mecs-là. On va connaître leur début, on va connaître leur fin. Franchement, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais par contre, le fait qu'il y ait deux tomes qui sont un peu pour moi inutiles, où on les suit plus trop, et surtout que les mecs qu'on va avoir dans ce tome 8, dans ce tome 9 là, on les verra pas à la fin, je trouvais ça dommage. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il y a un peu un décalage justement avec l'histoire globale avec ce tome 8 et ce tome 9. Donc bon, je le mets en presque parfait. Sinon Shigurui, comme je vous dis, l'histoire est vraiment incroyable. En tout cas, le fait qu'on se concentre sur deux gars, je trouve l'idée folle. Le fait que les dessins soient fous, ça rajoute un truc en plus. Leur technique aussi, c'est vraiment... voilà, le maniement du sabre qu'ils ont tous les deux, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Même si voilà, on en connaît des mecs chauds là, par exemple. Mais donc, du coup, franchement, c'est une très belle histoire. C'est très bien dessiné. C'est très bien scénarisé. Les planches, elles pètent. Enfin, il y a tout qui est cool, sauf qu'il y a deux tomes de trop. Je pense que si tout se réduit en 8 tomes,
ça peut être que mieux, que vraiment excellent. Donc je suis un peu dommage, mais Shigurui, bien sûr, ça on va garder parce que peut-être que je me referai une autre lecture, mais j'ai vraiment bien kiffé. Et oui, donc maintenant on va parler du chiant. Le manga chiant, c'était Yu Yu Hakusho. Alors, pourquoi je mets Yu Yu Hakusho en chiant? Déjà, le fait que ça soit une édition double, c'est horrible, parce que comme je vous l'ai dit, vu que je lisais le tome 2 de toutes les séries, le tome 3 de toutes les séries, et ben Yu Yu Hakusho c'est celui qui est forcément en tome double, et donc du coup ça représente 2 tomes au lieu de 1. Donc déjà ça c'était quand même assez relou. Ce qui est relou aussi, c'est qu'il y a énormément de dialogues dans Yu Yu Hakusho, hein. Enfin Togashi, je crois il adore vraiment d'écrire des trucs qu'on s'en bat les steaks, on en a vraiment rien à foutre, mais lui il aime trop rajouter des dialogues pour rien. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est un manga qui est centré et sur l'action, où il y a pas mal de bastons, il y a pas mal de trucs, et des fois il y a des dialogues qui sont inutiles en fait, ils te cassent la tête, t'as juste envie de passer la page, et en fait il faut que tu lises, parce que sinon potentiellement tu vas pas comprendre ce qui va se passer après, mais t'as envie de passer à la suite. Mais en fait le tempo, de lecture est décalé par rapport au tempo qu'il y a dans le manga, parce que Yu Yu Hakusho, donc on va suivre Yusuke, comment il s'appelle déjà, Yusuke Umareshi, je crois, j'ai oublié. Et c'est Yusuke, bref, Yusuke, donc Yu Yu. Du coup, s'est fait écraser, qui au final va avoir la chance de ressusciter, mais pour ça, il va devenir un peu le détective du monde spirituel, si je dis pas de bêtises, avec Koenma, qui est le fils de Enma, qui est le roi des ténèbres, des enfers, le roi des enfers, Enma. Et donc du coup il va être à la botte donc du fils du roi des enfers, qui va lui donner un peu des choses à faire, et donc ces choses là à faire, ça va être combattre des mecs du royaume des ténèbres, en tout cas des petits démons, des choses comme ça. Donc au début franchement je pense qu'ils se disaient pas que ça allait fonctionner, donc le tome 1 déjà est décalé par rapport au reste de l'histoire, parce qu'il se dit vas-y je vais lancer un truc, et au final on suit petit à petit. Donc au début on va lui donner une quête, on va lui donner une deuxième quête, on va lui donner une troisième quête, après on va faire en sorte qu'il soit un peu plus fort, donc il va avoir un petit entraînement, ensuite il va avoir un petit tournoi léger, ensuite il va avoir un deuxième petit tournoi, après il y a une histoire, il y a entre guillemets un arc de l'histoire, donc du coup où il y a un mec qui veut ouvrir la porte entre le monde des humains et le monde des ténèbres, donc forcément ils vont se taper contre lui, donc ça c'est cool. Et après le dernier tome, enfin un tome et demi, donc là peut-être du coup 2 tomes et demi, on a une histoire qui ne sert à rien, où il y a un petit tournoi aussi, où on va définir qui est le roi des ténèbres. En plus, c'est même pas l'un des mecs très chauds qui gagne. Donc le dernier tome, le tome 12, il sert strictement à rien. Donc, et en plus, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de dialogues, il y a énormément de planches où ça blablate pour rien, et donc forcément, le manga est chiant. Le manga est déjà, bon, il est bien, hein, le manga est bien. Je pense que si j'avais lu ça, peut-être entre, je sais pas, 10 et 15 ans, peut-être que je l'aurais plus apprécié, parce que bon, c'était à l'époque, les techniques qu'il y a forcément dedans, je les ai peut-être déjà vues dans d'autres mangas, il n'y a rien qui sort vraiment, du lot. Les transformations, elles sont pas forcément folles au niveau en tout cas du dessin. Le dessin, pareil, en fait, on n'a aucune planche qui claque, il n'y a pas une double planche vraiment au-dessus du lot. Et en plus, vous avez ce truc-là de énormément de dialogue pour des fois pas grand chose, et donc du coup le manga tu le lis, c'est bien, mais c'est chiant parce qu'en fait t'as envie d'accélérer le rythme, t'es vraiment là en mode vas-y, montre-moi comment il se tape, etc. Et en plus les combats sont assez, je vous l'ai dit, des fois un peu rapides, c'est vraiment un peu comme ça, tac, ici le mec qui réussit à le détruire en 3 pages, donc c'est un peu trop rapide même parfois, alors que t'as le dialogue qui fait que ça ralentit le rythme. Donc c'est très chiant à lire, c'est très chiant Yu Yu Hakusho. Donc Yu Yu Hakusho, potentiellement que je vais le revendre, je sais pas trop encore, mais je pense que oui, parce que j'ai pas envie de me refaire une deuxième lecture. Une première lecture c'est suffisant, et une deuxième, non, en fait, voilà, tout simplement. Passons maintenant au diesel. J'ai mis Journey Beyond Even pour le diesel, parce que au début c'est vraiment, voilà, ça commence tout doucement, on suit une classe d'élèves qui se trouve au paradis,
Et on suit nos deux protagonistes, hein, on va dire plutôt ça, nos deux protagonistes qui font leur chemin à travers ce monde un peu dévasté par les Iruko ou par enfin c'est des sortes de monstres, enfin voilà, ils ont 4-5 noms différents pour les décrire. Parce qu'il y a toujours un peu ce petit running gag dans le manga où ils cherchent des noms classes pour définir telle ou telle arme ou telle technique. Enfin voilà, en gros c'est un peu marrant. Bref, donc on suit ces deux personnages-là, donc dans le monde un peu dévasté, et on suit un peu cette classe-là. Et sauf que, donc là on est au 10e tome, hein, c'est toujours pas fini, alors attention, là c'est la seule série qui est encore en cours, mais plus on avance vers le tome 10, et plus en fait on se rend compte que le moment où on suit la classe, alors ça attention ça peut spoil, le moment où on suit la classe et les deux personnages là, et ben en fait c'est deux époques décalées. En fait au début du manga on croit que c'est la même époque, on est là avec donc les deux mecs et l'école, sauf qu'en fait c'est comme ça. Et plus on avance, plus en fait la partie où on est avec les mecs de l'école va se rapprocher justement de la temporalité de ce qu'on suit depuis en tout cas le début. Et au début on pense qu'il y a un décalage, enfin on pense pas qu'il y ait de décalage, et en fait il y a un décalage, mais le décalage là au niveau du tome 10 est complètement rattrapé. Donc pourquoi c'est un diesel? Parce que tout simplement on a pas mal de mystères au début, on est là, on se pose énormément de questions. Qu'est-ce que ce monde-là? Pourquoi eux ils sont dans un paradis? Pourquoi ils sont enfin, dans leur petite école à être là tous ensemble dans un monde où tout est beau, etc. Où on essaye de leur cacher des choses sur le monde extérieur, etc. Et on a ces deux gars-là ces deux personnes-là qui sont personnages-là qui sont là dans le monde à galérer, à essayer de trouver justement le paradis pour connaître un peu plus sur leur passé, ou enfin en tout cas sur un des deux, le passé d'un des deux personnages, et petit à petit, donc plus on avance, plus les réponses à nos questions vont être résolues, et plus du coup on va kiffer le manga, et plus du coup toute l'histoire va s'entremêler pour n'en faire qu'une seule. Et donc ça c'est vraiment cool, j'ai vraiment bien aimé ce petit truc là, sachant qu'au début vraiment on s'en rend pas compte, on est là, on lit et on se dit ok, pourquoi il y a ça, comme je vous dis. Dès qu'on arrive là au tome 8, enfin 8, 9, 10 quasiment, et que tout se rassemble, c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Après c'est enfin pour le coup, il n'y a rien non plus d'extraordinaire sur A Journey Beyond Even, en tout cas pour le moment. Juste, j'aime bien comment ça évolue, j'aime bien comment ça se développe. Donc, j'ai hâte de voir la suite. En plus, le tome 11 sort au mois de juin. Donc, je suis très content. Je vais pouvoir continuer un peu cette histoire-là, même s'il n'y a que 11 tomes au Japon. Donc, je peux pas trop vous dévoiler parce que c'est encore une histoire en cours, parce que l'histoire n'est pas terminée, donc je peux pas vraiment complètement vous donner mon ressenti. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait un peu une évolution comme ça de l'histoire, et qu'il y a deux temporalités au début et qu'après les deux temporalités se rejoignent, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien trouvé, et donc du coup j'aime bien. Au niveau du dessin, c'est très classique, il n'y a pas forcément non plus de planches qui claquent, mais l'histoire compense avec justement des choix qui sont vraiment bien. Donc j'aime bien. Donc A Journey Beyond Even, je ne suis pas déçu d'avoir acheté tous les tomes, je trouve ça vraiment bien, et hâte de lire la suite. Dernier manga négatif avec le lambda, comme vous avez pu voir. Donc on va parler de High School fait par des Coréens, hein, qui n'est plus édité, donc en 12 tomes. On suit Jopa, moi je l'ai toujours appelé Jopa, qui en gros est juste un casse-cou qui veut se taper, voilà, une petite racaille qui veut juste se taper. Au début, en gros il y a un mec qui est là, il veut être le king des lycées, donc il se tape, il veut être le king des lycées, il se tape. Donc c'est juste de la bagarre, il n'y a pas forcément de fil conducteur derrière tout ça. Et ensuite, vers le milieu de l'histoire, en gros vers le tome 6-7, on voit qu'il veut construire un nouvel empire. Sauf que le mec il est encore au lycée, sauf que en fait il continue juste de se battre contre d'autres gars du lycée. Il n'y a pas forcément des mecs haut placés, de la mafia, enfin des yakuza ou des trucs comme ça, il y a rien de plus ou moins de tout ça. À la fin oui, genre les deux derniers tomes, je crois qu'il y a ça, il y a une petite mafia, yakuza, il y a une petite histoire comme ça, mais qui du coup est trop rapprochée par rapport à la fin de l'histoire, puisqu'on est déjà au tome 12, et que
10, 11, 12, c'est l'histoire avec la mafia et le mec qui est toujours au lycée. Donc il n'y a pas forcément de fil conducteur, c'est juste de la bagarre pour faire la bagarre. Alors les combats sont bien, les persos sont stylés, charismatiques, voilà, ils sont attachants. Joe Pye c'est un gros débile, mais en même temps tu t'y attaches un petit peu. Donc rien de bien fou. High School, je sais pas s'il garde honnêtement parce que tu fais une lecture et puis ça en va quoi. C'est rien de vraiment extraordinaire. C'est juste de la bagarre, juste les couvertures sont cool, les persos sont cool, le dessin est pas trop mal, l'histoire en elle-même, il n'y a rien d'extraordinaire, ça casse pas trois pattes à un canard. Et voilà, c'est pas parce que on va le lire que vraiment on va se dire waouh la dinguerie. Non, pas du tout, c'est juste classique. Et c'est tout pour ça que je l'ai mis en lambda et qu'on va passer du coup à la claque maintenant. La claque. Bon, parlons du meilleur des 8, hein, tout simplement. Pour moi, c'est le meilleur des 8 séries que je vous présente aujourd'hui. Donc la claque. La claque, c'est les liens du sang de Shuzo Oshimi. La claque surtout pendant 14 tomes, je dirais, et 15 tomes. Et non, 15, 16, 17, c'est un peu moins long. 14 tomes et 15, 16, 17, c'est un peu moins pétant. Mais c'est une claque. Une claque pourquoi? Parce qu'on suit une mère totalement folle. On sait pas trop, elle a un grain, la daronne, elle a vraiment un souci de relation avec son fils. Qu'on suit un fils qui lui aussi, on sait pas trop s'il est fou, on sait pas trop s'il est fou à cause de sa mère ou s'il est fou parce qu'il est fou. C'est très psychologique, c'est un truc de fou, ça te rentre ça te rentre pas dans le cerveau, mais tu te poses plein de questions, du coup tu te dis mais est-ce que c'est elle qui est malade? Est-ce que c'est lui qui est zinzin? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Le talent en tout cas de Shuzo Oshimi au niveau du dessin fait que l'œuvre elle est encore un cran au-dessus parce que tu te prends des fois des planches dans la tronche. T'es en mode waouh! Il change des fois son coup de crayon, donc ça tue. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment incroyable le fait que tu passes t'as son style classique et des fois t'as un changement complètement de coup de crayon qui fait que tu vas encore plus kiffer l'œuvre, tu vas encore plus apprécier. Et franchement, je trouve ça très stylé. Donc l'histoire qui est vraiment bonne, une histoire avec une mère folle, avec un fils qui est à la merci de sa mère, ou je sais pas trop, en gros la mère elle est vraiment ultra protectrice sur son fils, sauf qu'elle a eu un passé un peu compliqué, on l'apprend surtout dans les 3 derniers tomes, et lui il sait pas trop faire ses choix parce que en fonction de ce qu'il fait, sa mère elle a toujours quelque chose à lui dire, que ça soit en bien ou en mal, donc il essaye, comme sa mère l'a protégé, il essaye en tout cas d'être bien avec sa mère, sauf qu'en fait ça l'enthousiasme pas forcément, ça va pas le rendre heureux, parce que lui, il veut vivre d'autres choses que sa mère lui interdit de vivre. Donc on a 2 poids 2 mesures, et donc du coup, voilà, il a le cul entre 2 chaises, le pauvre, et c'est compliqué pour lui, pour le petit Seishi. En plus, on a une histoire de famille qui est couplée à tout ça, qui est assez grave, hein, qui est assez grave. Je vais pas spoil, mais elle est assez grave. Il se passe quelque chose d'assez tragique. Et voilà, et on a le père aussi qui est là, il est un peu là, mais il est inutile. Il est un peu inutile, il ne veut jamais trop dire quelque chose, on le voit jamais trop parler à son fils, on le voit jamais trop parler à la mère. Enfin voilà, c'est juste vraiment la relation entre la mère et le fils qui est troublante, qui est perturbante, et c'est ce qui fait que Les Liens du Sang, c'est vraiment un excellent manga. C'est juste que les 3 derniers tomes, j'ai trouvé ça un peu moins bien. Sinon, de base, ça partait sur une très bonne note, un manga presque limite sans faute, parce que ouais, les expressions en plus faciales sont incroyables, le dessin est vraiment bon, comme je vous l'ai dit, il change en fonction de certains moments de l'histoire, et donc ça t'impacte encore plus. Et l'histoire, elle est bien faite, sachant qu'en plus, elle est potentiellement un peu autobiographique. Donc ça, quand tu apprends ça encore une fois, ça te met encore une claque. Alors quand j'avais lu, qu'est-ce que j'avais lu déjà la dernière fois de Shuzo Oshimi que j'ai revendu, je me souviens plus du tout, mais le truc où il y a le fait qu'il sait pas trop si c'est un homme ou une femme, etc. Et ben ça fait aussi partie de son histoire à lui. Mais là, la relation avec sa mère, c'est aussi un truc qu'il a, lui, mal vécu. Donc du coup, on comprend pourquoi il a réussi à faire une très belle œuvre comme ça. Donc franchement, Les Liens du Sang, c'était vraiment
excellent, c'était vraiment très très bon. Donc c'est pour ça que je le mets dans la claque, parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je voyais une double planche, je me prenais une claque dans la gueule. Donc j'étais obligé d'écrire comme claque. Voilà, c'était une belle claque, les liens du sang. Et je suis très content de l'avoir. Et ça reste ici, ça reste dans la Mangatech, ça ne bougera pas, c'est sûr et certain. Dites-moi en tout cas si vous avez lu une des 8 séries ou les 8 séries et en faire un petit classement comme ça, ou me dire si j'ai tort, par exemple à des Demon Destruction, peut-être que j'ai rien compris, Yu Yu Hakusho, peut-être que j'ai rien compris, le bateau de Thésée, peut-être que j'ai rien compris, mais c'est des mangas qui ont justement eu une histoire, en tout cas des Demon Destruction et le bateau de Thésée, qui ont une histoire qui est faite pour te tenir un peu en haleine, et en tout cas le bateau de Thésée ça va, mais des Demon Destruction pour moi c'est quand même un poil raté, ou alors c'est vraiment Inyo Asano qui est différent des autres et qui part, bah, c'est sûrement ça, hein, mais qui part dans d'autres choses qui ne me conviennent pas forcément plus que ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez frustrant. J'ai pas détesté comme j'ai détesté Bonnie Poon Poon. Bonnie Poon Poon, j'ai vraiment détesté ça, mais Demon Destruction, j'ai pas détesté, j'ai trouvé ça assez bon. Et en plus, je suis un peu déçu parce que, enfin, je mets juste une petite parenthèse pour des Demon Destruction, mais il ne fait pas des planches de fou tout le temps, et ça, c'est vraiment bien dommage. Il a une façon de dessiner lui est propre, il a une façon de dessiner qui est vraiment vraiment bien à lui, et les doubles planches qui nous pètent à la gueule manquent cruellement dans le manga, et ça aussi, ça m'a manqué dans le bateau de Thésée aussi, et ça m'a manqué aussi dans des Demon Destruction et dans Yu Yu Hakusho. En gros, quand il n'y a pas, enfin moi j'aime bien, on est sur du manga, donc vous avez une façon de dessiner qui est vraiment bonne, donc mettez-nous des planches qui nous pètent à la gueule et qui font que on va vraiment apprécier l'œuvre. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Après, sinon, dites-moi, donnez-moi un avis sur les séries que je vous ai données. Peut-être que bah, voilà, ça vous aura déçu ce que j'ai dit. Mais en tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai bien kiffé mes petites lectures. C'était long parce que j'ai joué pas mal aux jeux vidéo. Mais je suis très content d'avoir fini. Maintenant, on va pouvoir lire les autres séries qui m'attendent depuis un petit moment aussi. Donc voilà, on va faire d'autres bilans lecture. Ça arrive bientôt. Laissez-moi juste le temps de me remettre à lire. Ciao ciao!